Et comme Monsieur Pam est en retard et toujours pas arrivé, on va continuer avec Talenters pour la partie ressources humaines. Je vous présente Romain. Merci beaucoup, Aura. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content d'être avec vous ce vendredi après-midi pour cette formation OEC. Alors on dit que pour un formateur, les 3 trucs les pires, c'est d'être là un vendredi après-midi, juste après le déjeuner, et d'être hors sujet. Bon, c'est le risque qu'on va prendre ensemble. Malheureusement, sur le vendredi après-midi, sur l'heure du déjeuner, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, parce que c'est comme ça. Mais du coup, je vais essayer de vous tenir en énergie. Sur le hors-sujet, vous l'avez peut-être vu, vous avez reçu un lien avant l'inscription où je vous ai demandé de choisir les sujets, parce que quand Aurore m'a demandé de venir faire une formation sur le sujet RH, formation, recrutement, etc., c'était hyper vaste. Et donc, je ne voulais pas prendre ce risque-là. Et donc, il y a la moitié d'entre vous qui a répondu au QR code. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaye de voir comment on construit cet après-midi sur différents contenus ensemble. On vient de parler pendant 1 heure alors pas que de ça, mais on a fini sur le sujet du licenciement, de gens qui sont en maladie, qui partent, etc. Moi, mon job, c'est de les recruter et de les faire rester. C'est parfois pas plus facile. C'est ce qu'on appelle la face nord dans notre métier. Malheureusement, de temps en temps, on va être obligé d'aller dans des discussions qui sont des discussions d'ordre juridique, RH, etc. Mais moi, ma croyance, et ce qui fait que je fais ce métier, c'est que j'ai la croyance qu'on peut l'éviter, ou du moins qu'on peut faire un maximum de choses pour qu'avant d'en arriver là, on soit à peu près confort, en ligne avec ses propres valeurs et ce qu'on a fait. Et c'est ça que je vous propose de traiter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comment ça va marcher ? Ce que je vous propose, en tout cas, ici, donc on était censé être 15h, finalement, on est un peu plus tôt, donc je suis encore plus proche du lunch. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va, je vois que vous êtes bien installés. Ça va durer 1 heure, on va le faire en open forum, je vais prendre toutes les questions. Si on peut les prendre en live, sujet par sujet, je les prends. Si on ne peut pas, vous allez avoir des QR codes pour me les poser. Et l'engagement que je prends, c'est que 100% des questions qui sont posées avec un nom à côté, j'y répondrai, soit aujourd'hui, soit en suivi. OK ? On va parler de sujets où il peut y avoir des débats. Si jamais le débat part trop loin, je vais être obligé d'arrêter, parce que sinon on va passer notre week-end ensemble. Moi, j'ai rien de prévu, mais je pense que vous avez un programme. On va prendre une décision collective sur la façon dont on va investir notre temps, parce qu'en fait, on a 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup, et à la fois, c'est pas beaucoup. Et donc, il faut qu'on soit à l'aise avec ce qu'on va choisir de discuter pendant cette heure-là. Et évidemment, vous aurez tous les éléments disponibles en suivi, en vidéo, en PowerPoint, en truc, tout ça. Donc, vous pouvez prendre des photos là-dessus, mais vous aurez les slides. C'est OK pour vous ? On démarre ? Alors d'abord, je me présente, je suis Romain. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je suis français, j'ai 39 ans, j'habite à Steinfort. J'ai 2 petits-enfants qui dorment, donc ça va. J'ai pas prévu grand-chose ce week-end, donc du coup, je pourrais traiter les questions que vous avez. Et en fait, au-delà de qui je suis, moi, ce que je vous propose, c'est de consolider un peu tous les éléments sur base de ce que j'ai vécu, sur base de mon expérience. Et en fait, mon expérience, elle m'a amené à plusieurs choses. Et étape par étape, j'ai appris plusieurs choses. D'abord, j'étais consultant chez Michael Page, dans une division qui s'appelait Finance and Accounting. Et mon job, c'était de prendre des mecs qui travaillaient dans vos boîtes pour les placer chez d'autres mecs qui travaillaient dans vos boîtes. Ouais. Bon, c'est pas passionnant comme job, mais en tout cas, ça existe. C'est la loi du marché. Ce que j'ai appris, c'est que le métier de recruteur, c'était un métier compliqué, avec un roller coaster émotionnel un peu compliqué. Faut pas penser que le consultant en recrutement, il vit pas le roller coaster comme vous. Hein. Lui aussi, il a envie que ça score parce qu'il a des fils à la fin, et quand ça score pas, il est déçu comme vous. Donc c'est ce que j'ai appris. Et puis ce que j'ai appris aussi, c'est que toutes les industries qui à chaque départ donnent le briefing de je voudrais le même à la concurrence, et à long terme, elles ont un problème. Alors vous avez de la chance parce que vous avez une très grosse industrie, donc vous, le problème, il est dans longtemps. Mais il y a des toutes petites industries à Luxembourg qui déjà sont arrivées dans ce genre de sujet et qui justement ont eu des difficultés parce qu'on a commencé à chercher le même à la concurrence, et donc ça va nous obliger à être un peu plus créatifs. Après Michael Page, je me suis dit, bon, c'est super, je fais du recrutement, mais il faudrait quand même que je sache un peu de quoi je parle, parce que j'ai jamais été comptable moi-même, donc pour chasser des comptables, ça va m'aider. Et je suis allé chez Price pendant 5 ans. Et là, évidemment, un monde un petit peu différent. Et là, moi, j'ai appris 3 trucs. J'ai appris qu'on pouvait aimer la comptabilité et être quelqu'un de très fréquentable.
même si j'avais jamais eu la moyenne avant à l'école, ce qui faisait pas de moi un mauvais auditeur, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Ensuite, j'ai vu qu'en matière de management, c'était à l'échelle plus simple de faire du CAPEX que de l'OPEX. Parce qu'en fait, si on fait de l'OPEX, on se tue à essayer de faire des choses sans arrêt pour garder un à la fois. Alors qu'en fait, la réflexion CAPEX combinée de qu'est-ce que je mets en place au global pour que ça se passe bien, elle a souvent un ROI un peu meilleur à long terme, même si elle fait mal à court terme. Et le troisième truc que j'ai appris, c'est que le partnership, c'est un modèle un peu particulier. Pas que dans les Big Four, ici dans la pièce aussi, et que le partnership, c'est un truc un peu particulier, parce que c'est particulier quand on le design, c'est particulier quand on le construit, c'est particulier quand on le vit, et c'est particulier quand on le change. Et tout ça a beaucoup d'impact sur la vie des entreprises que vous êtes en train de créer. J'ai fait 5 ans chez Price, et après, personne n'est parfait, je suis devenu compliance officer. J'entends dans cette salle encore quelques associés qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire chez les cons ?» Et ben non, je vais pas chez les cons, je vais en compliance. C'était un métier un peu différent et j'ai adoré ce métier. Dans ce métier, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que c'est pas parce qu'on représente l'autorité qu'on doit forcément se comporter comme la police. J'ai appris aussi que certaines fonctions, elles existent pour faire des exceptions aux règles qu'elles ont elles-mêmes écrites. Alors ça, pour moi, c'était un peu lunaire. Et j'ai appris, je pense, dans cette pièce, qu'on peut gagner un award de Client Centricity même en faisant du KYC. Et alors là, du coup, je me suis dit, oula, il se passe un truc sur cette fonction, c'est en train de changer, il y a certainement quelque chose à faire. Et donc, à la combinaison de tout ça, il y a 8 ans maintenant, j'ai décidé de créer une société d'accompagnement qui fait de la formation, du conseil, du recrutement, etc., qui maintenant est un collectif. Et puis j'ai essayé de prendre un pas de hauteur sur tout ça et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a au fait de commun à tout ce que j'ai vécu. Déjà que l'humain il est au cœur de la majorité de nos enjeux. Alors c'est vrai, il y a l'IA ce matin, on en parlait, il y a pas mal de choses, mais en fait si derrière l'IA il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur le clavier, ça va être complexe. Que souvent ce qui se passe a peu de valeur et qu'en fait c'est ce qui se joue le problème. Et là je l'ai pu le voir dans différents environnements dont on pourra parler. Et puis après, sur ces sujets-là, on peut proposer une méthode, mais jamais la méthode. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais peut-être vous dire des trucs incroyables, et vous allez les appliquer lundi, et en fait, non, ça ne marchera pas pour vous. Et c'est un peu ça qui rend ce sujet assez passionnant, et qui fait que j'ai des clients depuis 8 ans, donc du coup, ça continue, a priori, ça devrait aller, parce que ce truc-là, il est un peu infini. Et il va falloir qu'on fasse avec, parce qu'a priori, on n'a pas prévu de confier une intelligence artificielle qui va faire tout le boulot, et qui va nous payer un revenu universel, pendant que nous, on est tous à la plage. Pas à Luxembourg, parce qu'on n'a pas de plage. Donc voilà à peu près comment on fait. Alors du coup, comment éviter le hors-sujet ? Éviter le hors-sujet, vous avez rempli un questionnaire en avance. Je ne vous fais pas de suspense sur la problématique qui a été choisie. La problématique qui a été choisie, c'est le recrutement. Ça avait l'air d'être massivement le point de douleur numéro 1. Et donc, on va essayer d'en discuter un peu aujourd'hui sous un prisme formation. Okay, donc, on va essayer de regarder un petit peu à chaque fois comment on peut le traiter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de remplir le formulaire ? J'ai demandé à ChatGPT. J'ai mis le lien vers l'association. J'ai dit, voilà, je vais avoir 200 personnes qui sont membres de cette association dans la salle. Liste-moi toutes les questions que ces gens-là doivent se poser sans pouvoir les poser devant tous leurs collègues, parce que je mesure bien que vous êtes amis, mais quand même concurrents, hein, donc il ne faut quand même pas déconner. Et puis surtout, juste après la digestion. Voilà. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de faire ça. Et ChatGPT, il m'a sorti 8 questions. Et si vous scannez le QR code qui est juste là, vous allez pouvoir choisir laquelle on va traiter, sachant qu'il y a du contenu sur toutes. Hein. Donc, vous aurez du contenu sur toutes les questions. OK ? Vous allez les choisir. Et puis, on va faire la première partie sur la partie recrutement. Et puis, la partie d'après, on partira de la question que vous avez choisie. Dans les questions que ChatGPT identifie comme étant les questions là-dessus, alors je pense que le côté un peu provoque, il l'a fait parce que comme je lui ai demandé de vous réveiller après le déj, c'est lui qui a choisi ce ton-là. Comment gérer le télétravail pour trouver un bon équilibre, rester attractif et performant collectivement ? Comment gérer un toxic performer ? Comment faire grandir mon entreprise malgré un turnover élevé sans tout reprendre à chaque départ ? Comment recruter les meilleurs sur un marché ultra tendu ? Celui-là, on va le voir quoi qu'il arrive. Comment gérer les compétences à l'arrivée de l'IA sans remplacer tout le monde par des agents IA ? Comment adresser un conflit entre associés sans tout casser ? Comment passer à l'échelle avec mes collaborateurs historiques et les nouveaux sans transformer l'open space en cage de MMA ?
Et comment rendre mes experts client-centric pour pas passer des heures à m'excuser pour des erreurs que mon équipe a faites. À vous de voir lequel vous voulez qu'on traite. Je pense qu'on a le temps d'en traiter 2, donc on va faire le recrutement plus 1, et peut-être un 3e, si ça va un peu plus vite, en fonction du niveau de question que vous avez. Clair pour vous ? Dans tous les slides, il va y avoir un 2e QR code, mais celui-là, vous avez le temps. C'est pour les questions à la volée. Si quelqu'un veut poser une question et qu'il n'est pas à l'aise à la poser en levant la main devant tout le monde, il va pouvoir la poser là. Et là-bas, il y a Florent qui va m'interrompre violemment pour que je traite la question. OK ? Celui-là, pas besoin de le prendre tout de suite. Il va arriver, il sera sur tous les slides. Donc si vous avez une question là-dessus, on démarre. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est le moment où je check qu'on a plus de la moitié qui est OK. On démarre sur le recrutement, c'est OK pour vous ? Puisqu'a priori, pour ceux qui ont répondu au questionnaire, c'était un peu le point le plus difficile. Alors la question, c'est comment recruter les meilleurs sur un marché ultra tendu sans payer 30 000 € pour quelqu'un qui part au bout de 3 mois ? Parce que ça devient ça un peu le jeu. Pourquoi c'est un problème pour vous, ce truc-là ? C'est quoi le problème ? C'est cher. Ouais. Qu'est-ce qui est cher ? Le comptable ou le fee pour le recruter ? Le fee et les deux. Ouais, c'est vrai, c'est cher. Ouais, quoi d'autre ? C'est quoi le problème ? Ouais. Ouais. On amortit les fees sur une durée de plus en plus courte, en langage comptable. Mais en vrai, ça fait chier de payer cher pour quelque chose qui ne dure pas. Je suis un peu grossier, un peu direct, mais malheureusement, c'est ça qu'on se dit. Ouais, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui est difficile dans ce processus ? Qu'est-ce qui fait que la moitié des gens qui ont répondu au questionnaire me disent c'est ça le sujet que je veux voir ? Pardon ? Les langues ? Ouais, les langues. On a un sujet, c'est qu'en plus, pour travailler avec nos clients, il faut des langues et on ne les a pas toujours. Et donc, la compétence comptable plus la compétence multilinguistique, elle est hyper difficile à avoir, ouais. D'autres problèmes ? Ouais, ça serait quoi le sujet là-dessus ? Le changement, ouais. Ah, ok. Ouais, on a des gens, effectivement, qui se comportent, c'est vrai dans vos métiers et dans d'autres, mais c'est des gens qui se comportent bien pendant la période d'essai, puis le jour où la période d'essai se termine, malheureusement, ouais, la maladie dans le pire des cas. Mais en tout cas, il y a un changement et il y a quelque chose qui n'est pas super. Alors, moi, face à ça, je vois le même problème. Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de regarder le problème différemment aujourd'hui, dans cette formation, et qu'on essaie de regarder concrètement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue, puisque c'était un peu l'apprentissage que moi j'ai eu dans mon métier. Qu'est-ce qui se passe ? C'est assez simple, on a un marché qui est ultra tendu, on a 90 cabinets de recrutement qui vous shootent des CV dans tous les sens, vous en voulez, qui veut du comptable, 3+1 gratuit, etc. Allez-y, un comptable acheté, un compliance offert. En plus, la plupart du temps, les mecs, ils sont en Irlande, on ne sait même pas ce qu'ils font, ils savent pas, machin, mais en fait, ils en envoient 1000 et sur les 1000, s'il y en a 10 qui scorent, tout va bien. Malheureusement, le marché étant ce qu'il est, faut qu'on saisisse les opportunités. Donc, quand il y en a un bien qui passe, on regarde. Et puis, de temps en temps, en fait, en faisant ça, on alimente ce truc-là. Et en fait, c'est un cercle un peu vicieux. Une petite question à chaud, qui est comment recruter le meilleur ? Comment recruter le meilleur ? Alors déjà, comment recruter le meilleur ? Déjà, il faut l'attirer. C'est-à-dire qu'il faut que le meilleur il ait envie de venir chez nous. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que pour recruter le meilleur, il faut déjà que le meilleur il nous perçoive comme étant désirable, d'une certaine façon. Ensuite, il ne faut pas se tromper quand on l'évalue. Ça, c'est clair. Et ensuite, il faut tout de suite réfléchir à comment on va le recruter pour le garder et pas considérer qu'une fois qu'il est à l'intérieur, c'est terminé. Et malheureusement, le turnover effréné et la pression de vos clients fait que tout ça, ça prend beaucoup de temps et qu'en fait, on ne l'a pas toujours. Mais en tout cas, c'est un des trucs qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a une concurrence intense aussi parce que les comptables que vous formez, vous les formez bien et du coup, ils deviennent sexy pour d'autres industries. Vous les faites taper par d'autres secteurs. Voilà. Là où vous avez du mal à aller chercher dans d'autres secteurs. Donc il y a une espèce de déséquilibre qui se crée. Et puis la qualité des CV est variable, évidemment, puisque dans un marché où c'est ultra tendu, on a des choses faciles et des choses moins faciles. Ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vit et ce qu'on a. Ce qui se joue pour l'entreprise,
déjà, il y a un risque de continuité, parce que si j'ai pas de comptable pour faire le travail, j'ai un problème. Je peux pas charger mes heures, je peux pas faire le travail. Et puis, j'ai un impact sur les compétences, parce que, en fait, notre capacité d'intégration des compétences, dans un jeu où on remplacerait sans arrêt indéfiniment le truc comme ça, en fait, à un moment donné, on arrête d'investir, parce que, pour revenir au point de madame, quand ils partent au bout de 3 mois, tout le temps, on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au début, on donne tout, après on donne un peu moins, après on donne encore un peu moins. Puis après, on se dit, comme ça, de toute façon, comme il va partir en 3 mois, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'en fait, ça sert à rien de passer ma vie à transférer quelque chose alors qu'il y a un risque qui reste pas. Donc en fait, je crée un Koh-Lanta interne, dans lequel je me dis, bon, tant pis, ils seront 10, je vais éteindre 9 flambeaux, et je parie sur la sélection naturelle pour garder le dernier vivant. Et celui-là, je te jure, je vais le garder, ça va être génial. Je vais lui mettre des tickets resto à 15 €, ça va être dingue. Sauf qu'en fait, à ce jeu-là, il y a toujours quelqu'un dans la pièce qui sera prêt à payer plus cher que l'autre. Parce qu'une fois que les 9 flambeaux sont éteints et que celui gagnant, il est allé sur les poteaux et qu'on a compris ce qu'il faisait, en fait, vous le voulez tous. Bah ouais. Alors, vous êtes des confrères, hein, vous ne les piquez pas entre vous. Non, faites pas ça. Pas à l'OEC. Mais pour les non-membres, peut-être. Donc vous voyez qu'en fait, le jeu, il est un petit peu difficile. Moi, ce que je regarde aussi, c'est qu'est-ce qui se joue pour le manager. Parce que parfois, c'est des gens que vous managez en direct. Parfois, vous avez des managers. Dans la pièce, il y a des gens qui ont des managers. Parce que vous portez plusieurs casquettes. Casquette d'entrepreneur, entrepreneuse, casquette de manager aussi. Pour le manager, c'est hyper compliqué parce que déjà, le manager, il doit absorber et faire compenser sur le run. C'est-à-dire que c'est génial ce truc de chaise musicale là, mais en fait, quand il n'y a personne sur la chaise, n'empêche, c'est lui qui fait le boulot. Lui / vous. Hein. Donc, voilà. Ensuite, le manager, il a une perte de confiance. Puisqu'en fait, il perd la confiance qu'il a dans sa capacité à attirer les bons. Et donc, du coup, il va de façon de plus en plus prudente avec tout ça. Et puis, il se décourage par la répétition. Le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que vous créez un système dans lequel, à cause de quelque chose qui est lié au marché et contre lequel vous n'arrivez pas à vous battre, il y a en fait un espèce de truc un peu latent à l'intérieur qui fait qu'en fait, on n'investit plus et donc du coup, on les garde moins. Et comme on les garde moins, ils partent plus. Et puis comme ils partent plus, on n'investit plus. Et puis. Et donc la question, c'est comment on enraye ce truc-là. Alors en fait, la question c'est quoi nos analyses macro déjà du pourquoi ça se passe ? Il y a une question ? Ouais, une petite deuxième. Quel regard portes-tu sur les candidats qui apparaissent surqualifiés par rapport au poste qu'ils convoitent ? Alors, je vais parler de 3 points de vue. Du point de vue du recruteur, il faut bien comprendre que le recruteur, très souvent on vous explique, si c'est un recruteur externe, qu'il a déjà fait ce job avant et qu'il connaît parfaitement votre métier, mais en fait, tant qu'il ne l'a pas vraiment fait pour voir vraiment ce que ça veut dire, il ne sait pas exactement évaluer la compétence. Il arrive à capter qu'il a un profil intéressant pour vous, mais la confiance que vous allez faire au recruteur, à l'assessment du recruteur, sur le niveau de qualification trop pas assez bon sur le candidat, il faut être prudent avec ce truc-là. Parce que même s'ils envoient beaucoup, ça ne change pas que quand on n'a pas nous-mêmes réconcilié 160 journal entries, fait des réconciliations tous les trimestres, et puis le mois d'après recommencer, en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Le deuxième sujet, c'est qu'on va regarder du côté du recruteur interne, celui qui recrute, c'est-à-dire vous. Maintenant, il y a pas mal d'outils pour tester la compétence. Tester la compétence, c'est important, et il y a pas mal d'outils qui vont vous permettre de le faire avec des questions spécifiques, des use cases spécifiques. Il y a Assess First, il y a Eval & Go, etc. Donc vous pouvez travailler sur ce point sur compétence pour vous faire une idée de la compétence. Même si, mon avis personnel, c'est qu'on a tendance plutôt à privilégier l'attitude que la compétence technique dans un marché tendu. Mais ça, c'est le point. Et après, il y a le dernier point, ça dépend. On n'est pas d'accord ? Non. C'est quoi le point du coup ? On privilégie la compétence d'abord. Ok. Donc chacun va avoir sa stratégie là-dessus, sur la partie compétence, la partie attitude, et puis en fait, on essaye d'avancer là-dessus pour voir comment on arrive à faire quelque chose avec finalement ce que le marché nous propose. Et après, il y a la gestion de l'employé surqualifié dans son intégration. Si effectivement, alors, c'est ça le point. Ouais, c'est ça la question. L'employé surqualifié, il rentre dans l'entreprise. À ce moment-là, en fait, on est obligé d'avoir un dispositif spécifique à l'endroit de cet employé. Parce que cet employé surqualifié, il va créer un gap positif à l'endroit de sa position, mais du coup, il va être à risque si jamais on ne l'accompagne pas à aller plus vite que les autres là-dessus, et il va surtout déséquilibrer votre collectif.
C'est-à-dire qu'en fait, il va rentrer, et si on fait comme s'il rentrait à poste, si on ignore le fait qu'il est surqualifié, et qu'on ne rend pas explicite le fait qu'on a une opportunité de recruter quelqu'un de surqualifié dans certaines circonstances, que lui, il vient pour certaines raisons, etc., et ben en fait, on prend un risque sur la personne et sur le collectif qui l'intègre. Et ça peut être un peu compliqué dans le processus d'intégration. Ok ? Ça répond à la question, selon toi ? Est-ce que ça répond à la question à la personne qui l'a posée ? Bon, on avance. Alors on avance. Notre analyse macro de pourquoi ça se passe, déjà vous êtes 240 dans cette pièce à vouloir les mêmes. En plus, comme vous faites du bon boulot, les autres veulent vous les piquer. En apparence de l'extérieur, même si toutes vos boîtes sont différentes, on a l'impression que vous proposez la même chose. C'est-à-dire, c'est difficile, parfois en tout cas, de rendre votre proposition de valeur très différente de ce qui se passe, tout simplement parce que vous avez un métier qui est régulé, qui a des codes, etc. Donc, vous ne créez pas des agences TikTok, hein. Vous êtes expert comptable. À un moment donné, c'est sympa, hein, mais je veux dire, ça reste quand même le même business. Et puis, y a un autre sujet, c'est qu'on a tous des problèmes différents dans la salle pour attirer et pour le recrutement. Mais parfois, on les adresse avec les outils qui sont directement disponibles et peut-être pas toujours les bons. Et on va revenir là-dessus. Parce qu'on a un peu pris l'habitude de rentrer dans le cabinet de recrutement, c'est la solution pour rentrer dans le truc, alors qu'en fait, il y a d'autres choses qui existent et qui traitent des problèmes différents. Et ce truc-là fait que du coup, ça contribue à accélérer ce marché qui s'emballe, quoi. Ok ? Déjà, il faut comprendre contre quoi on joue. Alors, vous voyez, je parle de mon expérience. Moi, je suis arrivé stagiaire chez Michael Page en 2007 et je vais vous prendre un exemple d'industrie micro qui a fait le sujet du « je veux le même à la concurrence ». D'accord ? Donc en 2007, je suis consultant chez Michael Page et quand on cherche un juriste assurance, on me dit « je veux toute personne juriste en entreprise avec minimum 2 ans d'expérience ». Je lui donnerai 55 000 en fixe. On avait à peu près 1000 personnes dans le pipe. Okay. En 2018, quand j'étais chez Talenters Luxembourg, les candidats éligibles pour le même job, ça devenait toute personne juriste en assurance vie à Luxembourg ou à l'étranger. Et je suis prêt à payer 55 000 pour les étrangers, parce que comme ils viennent de l'étranger, on arrive à négocier un peu mieux. Et je commence à payer 65 000 pour quelqu'un qui est déjà dans le marché. Ça, c'était en 2018. En 2022, ça devient toute personne juriste en assurance à Luxembourg. Et du coup, maintenant, c'est 85. Et là, pour nous, chasseurs, c'était 50 profils. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans ce mécanisme-là, il y a le prix pour vous et il y a le nombre de cibles pour nous. D'accord ? Et la commission qui est proportionnelle au fils. Donc en fait, il y a un double cost pour vous. Et nous, il y a une augmentation de la commission et une réduction du nombre de profils. Pardon ? Oui, bien sûr. 55 000 € par mois. Non. Et en 2025, Club Trust, candidat éligible, je voudrais toute personne juriste en assurance LPS avec minimum 5 ans d'expérience à Luxembourg. Maintenant, c'est 100 000. Et maintenant, il y en a 15. 15. Ça veut dire qu'en fait, on les connaît tous. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là ? Du coup, maintenant, on est dans un truc où parfois, au lieu de recruter un juriste assurance, on préfère faire un SLA avec un cabinet d'avocats qu'on va payer en fixe fee à l'année et en fait, on ne va pas réussir. Alors vous, a priori, il ne se passe pas ça parce que vous avez une surface collective qui est bien plus grande et donc un marché qui est bien plus grand. Par contre, je pense que vous reconnaissez certaines de ces tendances. Il y a de moins en moins de candidats. Ils sont de plus en plus chers. Et les chasseurs galèrent de plus en plus à vous présenter des bons. À cet endroit-là, la question c'est qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'un marché des talents qui était infini à un marché des talents qui est fini. C'est un peu comme les ressources naturelles. Hein. Je suis un peu le Jean Covici du comptable. En fait, on est dans un marché qui est fini. Il est fini pour plein de bonnes raisons. En fait, au début, l'histoire, c'était j'ai besoin du même à la concurrence. Pourquoi ? Parce que j'achète la compétence, la connaissance, c'est facile, il vient, etc. Ensuite, les nouvelles recrues, elles sont opérationnelles tout de suite.
Donc du coup, ça marche bien. Et puis comme elles sont opérationnelles tout de suite, j'ai pas de friction à l'onboarding. J'avance, ça avance. Ensuite, comme j'ai du turnover, je fais monter les meilleurs qui deviennent managers. Donc en plus, ça fait de l'air. Il y a un appel d'air positif vers la progression. Et donc, ma proposition de valeur, elle est bonne. Et donc, du coup, le comptable, il est content parce qu'il progresse. Et puis, à la fin, je me libère du temps pour me concentrer sur le développement de mon activité. Et quand je me libère du temps pour me concentrer sur le développement de mon activité, je me focalise sur le commercial avec un dispositif qui cartonne. Et j'y vais à fond. Sauf qu'en 2007, mon premier appart, je le payais 1200 € à deux. On avait une attractivité pour les Français, les Belges et les Allemands qui était très forte. On avait une exigence réglementaire et de compétences qui était plus light. Et puis on avait peu d'acteurs digitaux et moins de concurrence aussi commerciale sur tous ces trucs. Dans un marché fini, c'est le même processus, mais c'est pas la même mayonnaise. En fait, je cherche le même à la concurrence, j'ai besoin du même à la concurrence, ça veut dire qu'en fait, je réduis progressivement mon marché cible. Et je fais monter les enchères. Alors à ce jeu-là, il y en a dans la pièce qui marchent bien et qui vont pouvoir payer plus. Puisque vous savez qu'en recrutement, il y a toujours quelqu'un qui paiera plus que vous. C'est infini ce jeu. Puisque celui qui paye plus et qui arrive à avoir son processus sous contrôle, il facture plus. Comme il facture plus, il a plus de moyens. Comme il a plus de moyens, il peut payer plus. Sauf que, à long terme, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai découpé mon processus par client et du coup, je suis dépendant des bons. Donc je me mets en dépendance des meilleurs. Ça crée une bonne relation avec le client et là-dessus c'est simple de déléguer, mais maintenant je risque de perdre le comptable et le client qui va avec. Parce que si j'attrape le comptable, j'aime autant prendre le client qui va avec, c'est encore plus sympa. Le manager, il peut gérer en bilatéral chaque comptable et donc le manager, il pilote les gens mais il pilote pas les équipes. Et donc il y a un manque de pilotage global sur l'efficience globale du portefeuille. Et parfois, en fait, à la fin de l'année, quand on fait les comptes, on a l'impression que mission par mission, on gagne de l'argent, mais à la fin de l'année, on se rend compte qu'en fait, non, ça marche pas. Parce qu'en fait, on pilote tout engagement par engagement, whip par whip. Et puis le dernier, c'est que quand mes comptables ils sont experts, je peux leur faire superviser un junior et que, guess what, il y en a plein, ils savent pas être manager. Ils sont pas faits pour ça. Et du coup, comme ils sont nuls, ils font partir les gens. Je suis désolé, je suis un peu... On m'a dit qu'il faut les réveiller, c'est vendredi après-midi, après le déj, mais je pensais pas vous abattre. Vous savez, je suis allé un peu fort exprès pour avoir l'attention, mais vous voyez qu'en fait, c'est un peu ça l'enjeu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il y a de moins en moins de comptables et ils sont de plus en plus chers. Ok ? Alors qu'en fait, si on prend un pas de recul sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, en fait, l'organisation telle qu'elle est, elle ne me permet pas de me différencier sans jouer la surenchère. Je suis obligé de rentrer dans un truc de surenchère. Elle crée une dépendance à une petite partie des équipes, parce que en fait, je surcharge les meilleurs pour les garder, et puis en fait, je me mets en dépendance de ces mêmes meilleurs pour les garder. Et puis elle crée un schéma managérial qui est mal adapté à la rétention. En fait, à terme, on alimente un truc où on fait monter des gens parce qu'ils restent, et pas parce que c'est leur projet de vie. Romain, il y a une question en lien avec ce que tu partages, c'est pourquoi vouloir se battre pour le meilleur si difficile de le garder ? En fait, c'est une super question, c'est une question de stratégie. Il y a des acteurs sur d'autres marchés que le vôtre qui ont rencontré les mêmes problèmes et qui ont trouvé des solutions différentes. Il y a une solution à court terme qui est facile, qui est je cherche le meilleur, je vais le chercher, je le prends, je l'onboard. Mais il y en a d'autres qui disent j'ai pas les moyens de me battre pour ce truc-là, parce qu'en fait, je n'ai pas les moyens financiers. Et donc, eux, ils travaillent sur des induction programmes de reconversion. Par exemple, vous voyez, moi, je travaille pour une société qui s'appelle Génération. Et Génération, eux, ils ont un problème, c'est que leur marché, il est fini, pas parce qu'il n'y a pas de comptable. Leur marché, il est fini parce qu'ils habitent à Quimper. Et qu'à Quimper, une fois qu'on a fait le tour de tous les restaurants, bars, PMU, on n'a pas beaucoup de gens à Quimper. C'est difficile d'accès, c'est pas facile. Eux, ils ont vite compris qu'en fait, la technique qui consistait à aller piquer des gestionnaires à la concurrence, ça marchait pas. Et donc, pour revenir sur la question, l'hypothèse même d'aller chercher le meilleur, elle n'existe pas. Ok, mais alors comment on fait ? En fait, eux, ils ont dit, ok, on va mettre le paquet et on va créer un programme d'onboarding et de formation qui fait que même un coiffeur, je peux le transformer en gestionnaire.
je pars de zéro. J'investis, au lieu de payer des cabinets de recrutement et machin, j'investis à fond. Je me crée un dispositif de montée en compétences hyper sharp. Et comme ça, j'augmente ma base de candidats potentiels. J'ai un dispositif qui est assez solide. Alors, il se trouve que dans un cas sur deux, ça ne marche pas, hein, parce qu'il y a un risque, forcément. Donc, il faut en faire rentrer plus pour avoir un résultat au bout, hein, c'est normal. Ils ont enrayé cette histoire. Et vous savez quoi maintenant ? Maintenant, ils sont presque 1500, quelque chose comme ça ? Ouais, 1500. 1500. Leur nouvelle stratégie de déploiement, vous savez ce que c'est ? Trouver des villes où il y a un problème d'emploi. Ils scorent les villes. Ils ouvrent à Caen. C'est génial, Caen. J'espère qu'il n'y a pas de gens de Caen. Machin. Mais en fait, ils en ont fait tellement leur identité qu'en fait, ils ont fait leur playbook interne de comment ils font. Et donc maintenant, ils sont capables d'aller ouvrir au Portugal, à Leiria, à Coimbra, à Caen, avec leur playbook, parce qu'ils savent qu'ils ont travaillé et qu'ils ont investi pour cette induction. Ça, c'est une façon de faire différemment. Ça prend du temps. Pendant qu'on fait ça, ça ne règle pas le problème des clients. Hein. Ça veut dire qu'il faut accepter de transformer un avion de tourisme en A380 sans le poser. Hein. Faut faire les deux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous on l'a vu avec nos yeux et ça marche. Après, comment on le fait ? Faut chercher. Deuxième client, Schneider Electric, ils avaient un problème de compétences locales. Alors là, c'est pareil. Vous n'êtes pas tous dans ces cas-là. Problème, difficulté à avoir les compétences locales. C'est-à-dire qu'ils avaient des besoins qui étaient décorrélés localement dans chaque pays de ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont dit, on va changer la value proposition, on va proposer du full télétravail à tout le monde, et on va transformer les gens en contrat local, qui fait que quand quelqu'un a besoin de quelqu'un dans le groupe, et en fait, on peut postuler partout dans le groupe sans changer de localisation. Vous voyez qu'à ce moment-là, par un dispositif de télétravail et de travail à distance hyper sharp, hein, je veux dire très clair, ils ont contourné le problème et ils ont élargi la base de candidats qu'ils avaient. Dernier point, immobilier Kretz. Là, en l'occurrence, on ne travaille pas avec eux parce qu'on n'est pas assez TikTokable. C'est ceux de l'agence sur Netflix, pour ceux qui connaissent, les 4 frères beaux gosses avec leurs parents et leur grand-mère qui vendent des maisons à 50 millions. On cherche toujours le filon pour le faire aussi, mais ça ne marche pas. Et on pense que c'est lié au physique. Pardon pour ce moment. En fait, dans ce métier-là, il y avait une dépendance aux agents. En fait, c'était l'agent qui avait ses bons filons, et donc chaque agent avait des bons tuyaux. Et eux, ils ont dit, attends, tac, on va arrêter la dépendance, la correspondance agent-client, parce qu'en fait, ce truc-là, à long terme, il nous met à un endroit qui n'est pas OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous, avoir une réflexion sur comment je casse cette dépendance, comment je mets en fait un pipeline de business clair sur la partie acquisition client. Et comme ça, ils ne font plus que les visites avec les visiteurs. Et là aussi, on commence à avoir de plus en plus dans la comptabilité. Moi, j'ai accompagné des sociétés à Singapour dans le digital qui font un peu votre métier. C'est exactement l'hypothèse de travail qu'ils ont. Ils ont dit, un client ne peut pas dépendre d'un comptable. Donc en fait, on streamline au maximum, on digitalise au maximum la partie acquisition client, animation client, etc. Et on ne dépend plus du comptable là-dessus. Ça veut dire qu'avant, on découpait le portefeuille, on découpait la saucisse comme ça, et que maintenant, on est obligé de la découper autrement. Ça veut dire que c'est des gros travaux parce que, évidemment, si on commence à plus répartir les clients et mettre les comptables 100% sur toutes les tâches, il faut qu'on revoie l'intégralité des sujets et qu'on voit comment on partage la chaîne de la valeur et de travail avec tous ces gens au fur et à mesure. Ça, c'est 3 exemples vécus, identifiés, documentés de boîtes qui ont fait des changements de niveau 2. Ils sont arrivés face à un problème, ils se sont cognés sur un truc et ils ont dit « je ne peux pas jouer la surenchère, je suis obligé de contourner le sujet. » Ensuite, il y a une question d'outils. Et il y a quelques temps, je parle souvent de ce point-là, je suis allé avec un RH, et le RH me dit, tu te rends compte, l'année dernière, j'ai fait 23 recrutements en N-1, j'avais 15 cas de filles en moyenne, 6 mois plus tard, j'ai checké ma base de données, et en fait, 60% des CV que j'ai recrutés et pour lesquels j'ai payé des fees, je les avais reçus en direct avant que le cabinet me les envoie. Et c'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, dans ce métier-là, il y a plein de problèmes différents et qu'en fait, on a tendance à aller toujours un peu vers la même solution.
La solution, c'est j'arrive pas, je prends un chasseur et puis il va me trouver. Mais en fait, c'est pas vrai. En tout cas, pas toujours. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Le premier problème, c'est un problème d'opération. On peut avoir un problème de volume, de temps, de process, de saisonnalité, de rythme. Et ce problème-là, avec la chasse, en fait, on a l'impression qu'on l'impacte, mais en réalité, on ne le règle pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la chasse, elle traite d'autres problèmes. Elle traite un problème de sourcing de qualité, elle traite une complexité spécifique, elle traite un problème de confidentialité. Parfois, on veut chasser quelqu'un et en fait, on veut remplacer quelqu'un, ça peut pas, voilà, on est obligé de faire ça. Ou un problème de réseau. Le problème, c'est que si on applique le même outil à tous ces problèmes, en fait, on contribue encore à accélérer ce phénomène dont on parle depuis le début et qui consiste à dire, en fait, on n'arrivera pas à enrayer ce truc-là. Face à ces sujets-là, en fait, il y a différentes formules. Vous pouvez payer du RPO par job. Donc là, c'est en fait, on ne chasse pas des gens, mais on gère votre processus de recrutement en payant par job. Ensuite, vous pouvez prendre du support pour le faire à votre place ou un consultant détaché. Et si votre problème, c'est effectivement le sourcing de qualité, là, il y a du search and selection avec des chasseurs. Si déjà, dans chacun des cas, on arrive à qualifier quel est notre problème, surtout qu'en plus, dans la même société, on peut avoir deux typologies de problèmes. On peut avoir un problème pour les comptables, puis un autre problème pour les corporates légales, et puis un autre problème pour les fonctions internes, etc. Donc la capacité que vous allez avoir à appliquer la bonne stratégie au bon problème, probablement, va minimiser l'effet d'accélération de l'ensemble. Et puis le dernier point, c'est comment on travaille sur son employer value proposition. Alors tout à l'heure, je disais, finalement, on a l'impression de l'extérieur que vous proposez tous la même chose. Et c'est vrai. Bon, encore une fois, vous faites tous le maximum pour avoir un branding, une marque, un logo, une philosophie, des valeurs, etc. Et ça, c'est une vraie réalité. On bosse avec pas mal de gens, de sociétés comme les vôtres. On voit bien qu'il y a cet effort de différenciation. Mais sauf que du côté candidat, c'est pas toujours super perçu. Ils n'arrivent pas bien à capter ce truc-là. Et donc, sur ce truc-là, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en réalité, avant de se lancer dans la course sur la chasse ou le RPO, etc., déjà, il faut se poser la question de votre employer value proposition. Et ce truc-là, c'est quelques questions simples. D'abord, qu'est-ce que les candidats savent de vous avant de postuler ? Ils savent que vous faites de la compta. Ils savent où sont vos bureaux, à peu près, ce qui est un facteur déterminant. Ils savent globalement combien vous êtes, parce qu'ils peuvent aller voir un peu sur LinkedIn. Mais est-ce que c'est suffisant pour vous rendre désirable par le meilleur ? Peut-être que ça serait sympa de savoir qui sont les managers à l'intérieur, comment ils bossent, à quel point c'est intéressant de travailler avec eux, est-ce que les gens sont promus, est-ce que les gens ne sont pas promus, quelle est la politique salariale. Ça, c'est des infos que certaines sociétés partagent. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'ils vivent pendant le processus de recrutement. Oui, parce que vous n'êtes pas des multinationales tous. Donc du coup, vous faites du travail et du recrutement. Mais le recrutement, c'est plutôt un hobby que votre travail. Vous avez des clients avec un boulot, des comptes à sortir, des trucs. Sauf qu'à ce moment-là, dans le processus, parfois, sans le vouloir et sans le savoir, on leur fait vivre un truc qui n'est pas OK. Et donc, en fait, on pourrait avoir une bonne image, attirer les bons, qu'en fait, on les perd parce qu'en fait, on n'a pas le temps de s'investir dans un processus de qualité. Romain, j'ai une question en lien avec ça. C'est à quel moment du processus de recrutement doit intervenir l'évaluation des soft skills ? Alors, moi, mon point de vue, c'est à tous les moments. À tous les moments. Dans un processus de recrutement, les soft skills, c'est un truc qui est sous contrôle par votre interlocuteur pendant l'intégralité du beauty contest, puisqu'il sait qu'il est évalué là-dessus. Donc, en fait, vous ne pouvez pas ouvrir une fenêtre dans laquelle vous regardez ça. Les soft skills, c'est même quand on va déjeuner avec le candidat, la façon dont il parle au serveur. C'est aussi bête que ça. Mais les soft skills, c'est un truc que vous devez sentir tout le temps, dans tous les contacts. Comment il traite la personne qui prend rendez-vous avec lui. Comment il est réactif et qui vous envoie des emails. Comment il parle au serveur quand vous l'emmenez déjeuner. Comment il se présente à vous. Comment il va là-dessus. Donc, pour moi, là-dessus, autant les compétences, pour venir sur le truc là, on peut les cadrer à un moment. Autant les soft skills, c'est un truc, c'est tout le temps. Parce que le risque est trop grand.
Et c'est le truc sur lequel on peut le plus jouer le rôle d'acteur. Sur la compétence, il ne sait pas faire sa réconciliation, bon, bah, ça va être vite vu en fait, il va sortir très vite. Alors que sur le soft skills, c'est très facile, même pour un recruteur, de se faire berner là-dessus. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du point avant période d'essai, après période d'essai, c'est exactement ça. Il y a des gens qui sont capables, pendant 6 mois, d'avoir une persona qui n'est pas la leur. Donc la vigilance soft skills, c'est tout le temps, et encore plus dans les moments où on n'est pas officiellement en entretien. Dans les moments où, dans un processus de recrutement, il y a des moments où on n'est pas officiellement en beauty contest, c'est là que vous allez avoir un max d'informations. Emmenez-les boire des cafés, voyez comment ils se comportent. Donc, qu'est-ce qu'ils vivent pendant le processus? Ensuite, ils vont rentrer dans votre société. Qu'est-ce qu'ils vivent dans votre société le premier mois? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien quand ils sont chez vous? Bon, bah, ça, c'est la partie de l'expérience que vous leur proposez. Qu'est-ce qu'ils obtiennent en contrepartie de leur salaire? Qu'est-ce qu'ils obtiennent en contrepartie de leur loyauté? Ils obtiennent leur salaire. Non. Il y a deux choses différentes. Il y a un rapport de « je fais un travail » versus « j'ai un salaire ». Puis il y a un rapport de « je donne l'extra mile, je fais un peu plus, je développe des choses, je m'investis plus ». Et donc, qu'est-ce qu'on met en face de ce truc-là? Et parfois, ce n'est pas du salaire qu'ils demandent. Mais le fait de bien séparer ces deux questions, souvent, va nous aider à travailler sur le dernier truc qui est le point suprême, qui est qu'est-ce qu'ils disent de nous quand on n'est pas dans la pièce. Eh ouais. Vos employés, quand ils sont à la bière le vendredi, qu'est-ce qu'ils racontent de vous? C'est sympa de bosser chez vous, c'est pas sympa, vous les micromanagez, ou alors vous leur laissez de l'autonomie, machin, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce truc-là, on peut pas l'acheter. On peut pas l'acheter. Vous pouvez tout acheter, mais pas ça. Ce truc-là, vous êtes obligé de le construire en passant dans la boucle. C'est la conséquence du truc. Puisque une fois qu'eux, ils en parlent bien, bah, du coup, ils communiquent à des gens qui ne vous connaissent pas, et on est reparti dans un processus. Votre capacité à investir du temps sur ce truc-là, c'est probablement un des sujets qui rendra l'exercice du recrutement un peu moins difficile. Comment on fait? On programme une revue de l'Employee Value Proposition, et puis après, on regarde si on a les bonnes approches pour les bons problèmes. Une fois qu'on a une vraie Value Proposition, on est capable d'aller voir le marché avec quelque chose d'un peu différenciant, d'un peu clair, etc. Et puis après, on a des approches complémentaires, et on se demande si on applique la bonne méthode au bon problème. Une deuxième méthode, on crée un induction programme qui nous transforme un coiffeur en comptable. Alors les coiffeurs, ils sont pas menacés par l'IA, mais à mon avis, il y a plein d'autres jobs que vous allez pouvoir récupérer, qui ont plein de super compétences. Il y a des jobs qui vont disparaître, notamment dans tout le secteur administratif, avec des gens qui sont hyper rigoureux, hyper pointilleux, hyper sharp, hyper loyaux, hyper fiables, et qui ensuite vont peut-être nécessiter de la formation technique. Mais là où l'IA va amener le point, il va aussi vous libérer un potentiel de candidat important si vous êtes capable de faire du recyclage de compétences. Voilà. Et puis des programmes de rétention, parce que le meilleur moyen de recruter les bons, c'est quand même de les garder. Et à un moment donné, recruter, si on n'arrive pas à les garder, probablement qu'en fait, le jeu ne vaut pas la chandelle. Est-ce qu'on a des questions sur cette première partie? Ou des réactions, ou quelqu'un pense que c'est n'importe quoi? Ouais. Du coup, j'ai peur. Ouais. Ah, les jeunes. Ah, m'en parlez pas. Romain, tu peux reposer la question parce qu'on l'entend. Ouais. On l'entendait pas du tout. Le décalage de génération. Pardon. Là, on n'est plus à Z, on est à AA ou AB, je crois. On a repassé comme les plaques d'immatriculation de l'autre côté. Hein. Ouais. Ouais. Énorme. Ouais, bien sûr. Alors, attention, je ne crois pas que les jeunes sont nuls. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand nous on était jeunes, c'est ce que disaient les vieux de nous.
quand on est... Ouais, il y a eu le Covid. Ouais, mais avant, il y avait... Ouais, ok. Donc... ok. Donc, quand on était jeunes, on était les nuls des vieux. Et vous savez quoi? Quand eux, ils étaient jeunes, ils étaient les nuls des encore plus vieux. Sauf qu'ils sont plus là pour en parler. Ok? Donc en fait, ce phénomène-là, moi, j'y crois pas. Par contre, le problème, c'est une réalité. Le problème, c'est une réalité, et en fait, il tient à quelque chose qui s'est accéléré et qui s'est raccourci dans le temps. En fait, le vrai sujet de nouvelle génération, c'est qu'il y a 3 choses très différentes qui se passent. D'abord, ces jeunes, ils ont eu accès à toute l'information disponible sur tout ce que font les gens. Ça veut dire que nous, à notre époque, on ne savait pas combien gagnait notre meilleur ami. Alors je dis nous, peut-être vous. Je suis un peu plus jeune. Non. Non mais, il y a 2 générations, on ne savait pas combien gagnait son meilleur ami. Il y a une génération, on savait à peu près son meilleur ami, mais on ne savait certainement pas combien gagnait son voisin. Aujourd'hui, on sait tout ce que gagne tout le monde. D'ailleurs, nota bene, attention, différenciation des rémunérations à poste équivalent non transparente dans vos boîtes. Dans la minute qui suit, tout le monde est au courant. Tu dis rien. Non, bien sûr. Donc ça, c'est le premier sujet. Ils ont un accès illimité à l'information. D'accord ? Le deuxième sujet qu'il y a, c'est qu'ils ont grandi dans un truc où on leur a dit que tout était possible. Pourquoi ? Parce que nous, on a grandi dans un monde où probablement que notre champ des possibles était limité à notre environnement direct. Quand on naissait ici, on avait un champ limité qui était celui-là. Quand on naissait à Montluçon, on avait un champ limité qui était différent. Quand on naissait dans une famille de médecins, en fait, on avait un champ limité là. Alors que eux, on a décloisonné ce truc-là. C'est-à-dire que eux, ils ont un champ qui va de « je suis TikToker millionnaire sur la plage à Dubaï » jusqu'à « je fais de la compliance à Luxembourg en KYC dans un cabinet d'expertise comptable très bien tenu ». Et là, autant dire que la marche, elle est haute. Et le troisième sujet, c'est que fort de ce truc-là, et c'est celui qui nous impacte le plus, en fait, ils ont un besoin de recontractualisation qui est beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'en fait, moi, mon grand-père, mon père a travaillé 43 ans à la Société Générale. Il n'a même pas imaginé partir. Dans la génération de mon père, on faisait 2 employeurs, 2-3 employeurs dans sa vie. Dans ma génération à moi, on en faisait plutôt 7-8. Dans la nouvelle génération, on considère même le fait de jamais prendre de CDI. On considère le fait de travailler à la mission 12 mois par 12 mois. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos organisations ? Outre le fait que c'est un peu difficile à gérer opérationnellement. Ça veut dire qu'en fait, le besoin de recontractualisation, il est d'une fréquence beaucoup plus importante. Et avant, on se parlait, quand dans une évaluation annuelle sur 3, 4 ans, 5 ans, dans 3 ans, si tu fais bien ton travail, tu seras manager, etc. Et on faisait l'évaluation annuelle pour le fun. Mais en fait, maintenant, la fréquence de ce rituel-là, elle augmente très très fort. Parce que je ne crois pas qu'ils aient perdu en capacité de s'engager. Par contre, ils s'engagent sur 6 mois. Et nous, ça nous percute. Parce que nous, quand on s'engageait un peu plus, quoi. Voilà. Et donc, la capacité que vous allez avoir à recontractualiser avec ces boîtes, avec ces personnes-là, va augmenter. Regardez ce que font des boîtes dans le conseil qui ont ces cibles-là, des one point, etc. Maintenant, il y a plein de sociétés dans lesquelles vous avez des missions pendant 18 mois. On y va, on définit les contrats, les conditions salariales, les trucs, etc. Ça change mission par mission. C'est-à-dire que cette mission, elle est plus technique, tu vas travailler plus fort. Voilà les conditions de rémunération. 18 mois plus tard, tu passes sur une autre mission, tu viens d'avoir un enfant, tu veux être un peu plus papa à la maison, aussi le soir, plus tôt, tu veux moins travailler. Nouvelle mission, mais par contre, ce n'est pas les mêmes bénéfices, etc. Et donc, de plus en plus, il y a des sociétés qui font ce processus de recontractualisation. Donc, moi, mon point de vue, c'est ce qui se passe, c'est vrai, et le problème est vraiment existant. Donc, je fais un peu d'humour parce que c'est vendredi, mais en vrai, je vois vraiment le point. Mais je pense que le sujet n'est pas lié à la personne. Le sujet, il est lié à notre capacité à recontractualiser beaucoup plus fréquemment avec eux pour qu'on sache sur des espaces-temps beaucoup plus serrés comment on fait et à connecter ça avec la réalité opérationnelle de votre boulot. Parce que vous ne pouvez pas recontractualiser sur 3 mois quand votre client il recontractualise sur 5 ans. Et donc, votre capacité à justement aller ajuster ces 2 paramètres-là va certainement être une des clés qui permet d'adresser ce sujet-là. Ensuite, sur la communication, personnellement,
Je pense que c'est plutôt une question de rendre les choses plus explicites, parce que dans leur génération, tout est très explicite depuis le début. Et la capacité qu'on va avoir à dire les choses très explicitement quand ça va pas, etc., et à créer un environnement qui le permet, c'est souvent un facteur clé de succès pour au moins savoir. Parce que dans ce cas-là, surtout, on veut savoir s'il va partir, s'il va rester. Parce que le pire, c'est qu'on ne sache pas. Voilà. Donc, avoir l'intention de créer un cadre pour savoir là-dessus. On pourra revenir sur la question génération en suivi s'il y a d'autres questions, mais ça répond. C'est pas hyper satisfaisant, mais c'est un élément de réponse. D'autres questions ? Florent, qu'est-ce qu'ils ont choisi et combien de temps il nous reste ? Il nous reste 15 minutes. Et le sujet qui est sorti en numéro 2, c'est comment gérer le télétravail pour trouver le bon équilibre, rester attractif et être performant collectivement. Ok. Et c'est quel numéro de... Ah c'est celui-là. Parfait. Ah oui, donc vous avez vraiment pris le premier directement. Donc vraiment hasard. Qui a des problèmes de télétravail dans cette pièce ? J'avais promis que je ne prendrais personne à partie. Merci d'avoir le courage de le dire devant tout le monde. Donc je comprends que tous les autres en ont. Quel est le problème du télétravail ? C'est quoi le problème ? Le contrôle ? Ouais. Donc on a du mal à contrôler. Ouais. Quoi d'autre ? L'organisation est un peu bouleversée. Ouais. Le côté social, ouais. Oui, on perd aussi un peu en lien social. Ouais. Quoi d'autre ? La sécurité des données, ouais, exactement. Bon, là, même si techniquement, je pense qu'il y en a qui ont trouvé des méthodes, mais il faut veiller à ce qu'elles soient appliquées, ouais. 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 Ouais, c'est moins ma partie. Mais c'est un vrai problème. Mais moi, c'est pas la partie que je vais traiter dans ce qu'on va se raconter. L'apprentissage, ouais. La formation, bah oui, parce qu'on ne les tient pas là pour les former là-dessus, pour avancer. En fait, sur ce télétravail, post-Covid, c'est devenu un avantage acquis généralisé. Alors c'est intéressant parce que vous avez vu, je parlais de mes expériences chez Michael Page, Talentless, etc. Quand j'étais chez Michael Page, on refusait un job parce qu'il n'y avait pas de parking. On refusait un job parce qu'il n'y avait pas de parking. Maintenant, on refuse un job parce qu'il y a 15 jours de télétravail. On a des candidats qui refusent des jobs parce qu'il n'y a qu'un seul jour de télétravail. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'en sais rien. Toujours est-il que ça existe. Okay. Ensuite, la réalité opérationnelle fait que y a des tâches qui sont adaptées ou pas là-dessus. Et puis après, il y a des sociétés qui essaient de chercher des équilibres un petit peu fragiles ou équitables sur ce truc-là. Parce qu'en plus, on a un autre problème à Luxembourg, et ça, c'est pas à cause de vous, c'est que la loi, avec ces histoires de 34 jours de machin truc, crée un traitement différencié pour tous les employés. Enfin, potentiel. Mais en tout cas, ça nous oblige à nous positionner sur un truc que les sociétés dans d'autres pays n'ont pas. Parce qu'en plus, il faut décider si on différencie ou pas les gens. Alors en fait, c'est intéressant parce que ça se transforme en dilemme. Est-ce que je maintiens un niveau de continuité de service ou je garde les gens ? Et donc en fait, la question c'est, en fait, ce truc-là, c'est le nouveau dilemme. Et nous, la question qu'on s'est posée chez nos clients, c'est comment on transforme ce dilemme en paradoxe, c'est-à-dire comment on essaie de faire les deux. Ce qui se joue vraiment dans le télétravail, outre le fait que c'est opérationnellement contraignant, ce qui rend difficile le norming du télétravail, c'est qu'en fait, il y a une difficulté à poser une règle équitable. En fait, on n'arrivera pas à écrire tout seul la règle équitablement. Ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est que c'est difficile à faire appliquer les règles. Parce qu'en fait, une fois qu'on a écrit la règle, chacun vient avec sa petite exception. Puis alors, si jamais on laisse une exception qui est justifiée, parce qu'il y a vraiment un vrai besoin de télétravail ce jour-là, en fait, on casse tout, tous ensemble, et puis en fait, ça casse le dispositif. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut quand même qu'on reste flexible. Parce que si on veut garder les gens, il faut qu'à un moment donné, dans un monde comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, on avance. Le problème à résoudre, il est difficile à 3 endroits. Le premier endroit, c'est que les prix Nobel d'économie Richard Thaler et Sustain, dans Nudge, ils nous ont expliqué que l'être humain, il a 2 fois plus peur de perdre quelque chose qu'il a acquis qu'il est content de gagner un nouveau truc. Et le télétravail, il l'a. C'est terrible, hein ? En fait, ce truc de Covid, ça nous a mis à cet endroit-là. Avant, le télétravail, c'était un cadeau. Maintenant, c'est un devoir pour l'employeur. Et c'est terrible, mais malheureusement, le marché nous a mis à cet endroit-là.
Et c'est le plus gros sujet, c'est que maintenant, du coup, il nous a mis dans un rapport humain qui est de dire comment j'enlève ce truc-là. Le deuxième sujet, c'est qu'on dit qu'en sociologie, la confiance, c'est la predictability. Et que comme on disait tout à l'heure, quand je l'ai sous les yeux, je suis assez confiant dans ce qu'il fait. Quand il n'est pas là, c'est difficile. Et deuxièmement, l'employé, il a besoin de se projeter dans une organisation familiale, personnelle, professionnelle qui est flexible, et donc pour être dans un environnement dans lequel il se sent bien. Et le troisième, c'est Malcolm Gladwell qui nous dit que dans un marché, quand il y a plus de 20% des acteurs qui font quelque chose, le reste bascule. Et ça y est, on y est, 20%, on les a passés. Alors effectivement, il y en a quelques-uns qui reviennent violemment en arrière. On l'a vu récemment. Je ne sais pas trop comment ça va se solder et on n'a pas encore assez de recul pour voir quels ont été les effets sur l'attractivité des talents. Souvent, les marques qui ont supprimé complètement le télétravail, c'est parce qu'elles ont des brandings employeurs tellement forts que les gens sont prêts à renoncer à ça pour y aller. Des Amazon, des trucs, etc. Ou de JP Morgan, je crois. Je ne sais pas tous les noms exacts, mais c'est important. On n'a pas assez de recul là-dessus. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est qu'on a des candidats qui refusent parce qu'il n'y a pas de télétravail. Pas dans ces boîtes-là, mais dans plein d'autres, c'est le cas. Sur ce sujet-là, on a un principe. Vélocité, parce qu'il va falloir qu'on décide vite, sinon on est hors marché. Prédictabilité, parce que sinon on n'a pas la confiance des équipes pour avancer. Et réversibilité. Ça veut dire qu'au moment où ça dérape, il faut que je puisse s'arrêter avant que ça dérape complètement. C'est les 3 guides que nous, on a posés dans ces situations-là d'accompagnement pour essayer de voir comment on crée ces 3 trucs. C'est-à-dire, on va vite, on est prédictible pour l'employeur, pour l'employé, et c'est réversible, on peut revenir en arrière. En fait, quand une équipe se crée, elle passe par 4 étapes. D'abord, elle se forme, ensuite elle storme, c'est-à-dire qu'elle se bagarre et la performance collective est moins bonne que la performance des individus additionnels. Et puis après, on norme les choses, et puis après, elle performe. Et en fait, le télétravail, c'est typiquement un sujet sur lequel il se passe ça. En fait, on met l'équipe, on met la règle en place, et après, ça storme en bas. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont des besoins individuels. Moi, j'ai une contrainte familiale, j'ai des enfants petits, je suis tout seul, je dois aller les chercher. On a tous des contraintes individuelles de la vraie vie, et légitimes. Voilà. Et le sujet de télétravail, il fait ça. À cet endroit-là, il n'y a pas vraiment le choix. Il va falloir aller le plus vite possible au norming. Alors, on a créé un dispositif assez simple. Je vous mets que le résumé là, parce que sinon c'est un peu long. Mais je pourrais vous l'envoyer par email, pour ceux qui veulent. Qui est assez simple et qui consiste à se dire, on fait un workshop ensemble et en fait, on demande à chacun de dessiner qu'est-ce qui pourrait faire que le système de télétravail échoue pour les équipes et pour les clients. On garde bien les deux dans la picture. Donc il faut qu'on trouve un truc qui échouerait pour le client et pour les équipes. Donc là, vous allez voir que tout le monde va décider, faire son petit dessin. Ce qui compte, c'est pas le dessin, il n'y a pas de note artistique. Ce qui compte, c'est d'aller chercher le risque que eux voient à ce truc-là. Ensuite, on laisse chacun s'exprimer sur ce processus devant tout le monde. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et chacun sait où sont les risques perçus par les autres. Ensuite, on va recenser tous les risques. Et ensuite, on les met en 2 groupes. Et on leur dit, voilà, pour chacun des risques, on doit trouver 2 choses. Une règle préventive et une règle de remédiation. C'est-à-dire, la règle préventive, c'est qu'est-ce qu'on se vote pour que ça se passe bien. Et la règle de remédiation, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où on dérape. Qui va lever la main ? À quel moment ? On donne l'autorisation à qui de checker ça ? Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est n'importe qui ? Comment on va s'organiser le jour où il y a quelqu'un qui va passer la ligne qu'on va signer à la fin de la journée, quoi ? Et là, du coup, on crée quelque chose d'un peu différent parce qu'on met les gens en responsabilité sur une forme de négociation à cet endroit-là. On essaye de converger et puis on met en commun et on signe le protocole à la fin. Et ensuite, ce protocole, il est écrit et il fait partie du protocole de l'équipe. Ça veut dire qu'à chaque réunion, on se redit télétravail, ça marche. Est-ce que quelqu'un veut changer une règle ? Si on veut changer une règle, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut qu'on vote à l'unanimité. Donc propose-moi autre chose. Et on va y arriver. Les managers qui arrivent à implémenter ça avec leurs équipes,
arrive à maintenir un système qui n'est pas parfait, mais qui ne dérape jamais. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce truc-là, comme il est signé intuitu personae avec les gens de l'équipe, il ne peut s'imaginer que équipe par équipe. On ne peut pas faire ça, l'organisation pour tout le monde. C'est chaque équipe qui, dans son environnement, va pouvoir définir dans un cadre corporate global, qui est le respect de la fiscalité et le respect de la sécurité des données, etc., qui va s'organiser là-dessus. Et l'organisation, elle se met en garant du cadre, et en garant du cadre, elle est capable de dire aux équipes, bah voilà le cadre de jeu que je fixe, vous jouez dans ce cadre de jeu-là, vous y allez en négociation, montrez-moi où sont vos voyants rouges quand ça dérape, et si ça dérape, moi, pouvoir régalien, j'interviens. Et à cet endroit-là, on a un mix de predictability au niveau de l'entreprise, de flexibilité au niveau des équipes, et on va dire, de réversibilité quand le processus s'emballe et qu'en fait, on arrive dans un truc où on a une plainte client, on a quelque chose qui fait que ça ne marche plus. Dans ce processus-là, à chaque fois que vous prendrez un engagement définitif, il faut créer un truc compliqué. Donc là-dedans, vous ne pouvez prendre que des engagements temporaires, vers le meilleur ou vers le pire. C'est-à-dire qu'on soit dans la diminution ou dans l'augmentation. Parce qu'à chaque fois que vous allez rendre le processus non réversible, vous allez venir toucher aux besoins intrinsèques des personnes qui, aujourd'hui, décident si elles restent ou pas en fonction de la flexibilité que vous allez leur donner. Donc, dès que vous enlevez la réversibilité de l'équation, bah, vous créez un environnement qui devient d'un coup plus compatible et ils s'en vont. C'est difficile pour vous, entrepreneurs, parce que vous devez faire matcher ça avec la contrainte opérationnelle. Mais en fait, c'est à cet endroit-là qu'on cherche les clés et pas tellement dans est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est un jour et demi, est-ce que le lundi on l'autorise, est-ce que le vendredi on l'autorise, puis finalement l'après-midi, et puis en fait à un moment donné, ce point-là, bah, il va s'auto-réguler. Maintenant, ça va de pair et ça ne marche que si en parallèle, on forme les managers à évaluer les tâches et les compétences et pas juste à vérifier que les gens sont présents sur la chaise. Mais ça, c'est un autre stream. C'est-à-dire qu'il y a un autre point qui est de dire comment j'évalue la performance en télétravail. Les managers qui font du management depuis 20 ans où ils se contentaient, et encore une fois, pas de mauvais jugement, hein, mais ils se contentaient de juste donner le maximum assis à table avec leur équipe et s'assurer que tout le monde était au max pour dire le travail est fait, bah en fait, ce truc-là, il n'existe plus. Et donc, du coup, il y a un changement de paradigme aussi pour les managers, parce qu'il va falloir les accompagner dans leur capacité à se faire une opinion sur la performance de quelqu'un que je ne vois pas avec mes yeux. Et ça, souvent, c'est plus stretchant pour le manager que pour le manager. Mais ce n'était pas le sujet des slides. Facteur clé de succès, si c'est tendu, faites-vous accompagner. C'est-à-dire que si déjà dans l'équipe ça bagarre, lancez pas le workshop tout seul. Parce que sinon, ça va bagarrer fort. Et vous n'avez pas envie de gérer ça. Facteur clé de succès 2, soyez réalistes dans les règles. On préfère une règle imparfaite qui marche plutôt qu'une règle parfaite qu'on pète le lendemain. D'accord ? Et le troisième, une fois signé, tout le monde peut faire respecter le playbook. Ça veut dire que c'est plus vous, le méchant ou la méchante, qui dites attention, là, on avait dit machin. Non, non. On a tous signé, maintenant on est tous responsables de ce truc-là. Donc quand il y en a un qui passe la ligne, on est tous co-responsables de s'assurer que tout le monde rentre dans le rang. OK ? J'ai un document qui est beaucoup plus long avec des précautions d'animation de machin. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un email et ça ne déclenchera pas de facture. Il me reste 3 minutes pour les questions. Ouais. 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 Et est-ce que vous faites du télétravail ? Ah bah voilà. Non mais en fait, le point c'est ça. Il y a une autre méthode qui consiste à pas avoir d'équipe. Hein. Et là, en fait, on gagne vachement de temps. Mais du coup, le workshop sera moins sympa.
Mais par contre, c'est évident que se pose la question, et pour rebondir sur le point, c'est évident que se pose la question de plus en plus de boîtes de savoir si je bosse avec des salariés ou avec des sous-traitants. Voilà. Bien sûr. Mais c'est une vraie question. Ça, c'est quelque chose qui est valable avec des salariés. Les sous-traitants, vous n'avez pas la main, donc c'est différent. Mais en tout cas, oui, il y a une méthode qui consiste à régler le problème comme ça, by design. Ouais. Ouais. On devait donner des promotions pour garder les gens, ouais. 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 La tendance de quoi ? Ah ouais ? Ouais. Ouais. Bah, la tendance, elle est que ce truc-là va s'accélérer pour ceux qui veulent y jouer, mais il y en a de moins en moins de gens qui veulent y jouer, du côté employé comme du côté employeur. La tendance, elle est aussi que la plupart de vos boîtes s'appuient sur des compétences comptables, qui sont quand même des compétences qui sont recrutées par des juniors là-dessus, et que les plus gros pourvoyeurs de jobs pour des juniors sont quand même les cabinets Big Four, qui sont en train de se réorganiser avec des choses, avec de l'IA, avec d'autres sites, etc. Et donc que le nombre de personnes qui vont rentrer juniors à Luxembourg sur vos métiers va baisser. Donc la tendance, elle est plutôt à se dire que ça va être moins facile. Et donc je pense que la tendance, elle va être moins facile et qu'elle va vous obliger à vous organiser, pas juste dans le fait de donner des promotions, donner plus, etc. Ce qui a marché jusqu'ici, hein, puisque c'est effectivement... mais que maintenant, elle va vous obliger à avoir une approche beaucoup plus 360 sur est-ce que mon processus, je ne le change pas de sens ? Est-ce que j'utilise des prestataires, des salariés ? Est-ce que je fais monter les mêmes ? Comment j'anime les gens ? Etc. Donc sur votre value proposition, etc. Mais je pense que la tendance, si on se revoit dans 3 ans, mon chiffre, mon petit graphique là, il ne dira pas qu'on est allé dans quelque chose de vachement mieux. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à se transformer. Vous avez parlé d'IA, de trucs ce matin. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à regarder, en restant calme et concentré, parce que ce n'est pas la panique, mais à regarder de façon très précise ce qui va se passer sur chacun des piliers et comment vous pouvez vous organiser avec ça. Voilà. Mais, parce que dans les activités de recrutement, on le voit. Même les cabinets de recrutement, ils souffrent beaucoup parce que le marché se resserre. Et il y a de moins en moins de profils, de moins en moins qualifiés, etc. Donc c'est un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Je ne veux pas faire la sonnette d'alarme, mais malheureusement, je n'ai pas de meilleure réponse à donner. Ouais, là-dessus, j'ai pas la main, mais... Ouais, probablement. C'était la dernière question. Merci Aurore. Merci à tous. Alors du coup, je vais à la toute fin. Vous voyez qu'il y a plein de slides pour toutes nos questions. Juste à la fin, on dit souvent que la limite d'un collectif, c'est la limite de son leader. Et donc du coup, si vous voulez, si le cœur vous en dit... Hop, faut que je revienne en arrière. Je vais vous envoyer après. Si le cœur vous en dit, on peut vous faire un test Assess First personnel, un test de personnalité pour voir si vous êtes un méchant patron ou un gentil patron. Et les gentils patrons, on mettra un post LinkedIn et on dira que vous êtes des gentils patrons. Non, plus sérieusement, il y a un outil Assess First qui est assez sympa, si ça vous fait marrer de regarder un petit peu comment ça avance. On a un test d'affinité avec le métier de comptable pour que vous puissiez voir avec ces profils-là dans le marché comment ça marche. C'est assez bien foutu, ça marche bien. Vous pouvez suivre sur LinkedIn et si vous avez des questions, c'est là-haut et ça ne déclenche pas de facture. Merci à tous et bon vendredi après-midi. Au revoir. Au revoir. Oui. Donc, de toute façon, tous les slides aujourd'hui seront disponibles dans l'espace des experts comptables membres. Donc, on va vous les mettre à disposition. On a également enregistré toutes les présentations et elles seront également disponibles en replay pour pouvoir les partager éventuellement avec vos collaborateurs ou les revoir. Donc, voici le QR code pour la partie de Romain. Et on accueille également Alex.